Bonjour à tous, je suis Thomas Louis et bienvenue dans La Quille, le podcast où chaque semaine on parle de culture avec ceux et celles qui la font. Aujourd'hui, on va parler de rupture avec la philosophe et écrivaine Claire Marin. Elle a publié Rupture, avec un S entre parenthèses, aux éditions de l'Observatoire. Dans ce livre, elle saisit à bras-le-corps la notion même de rupture et entreprend d'étudier les différentes ruptures qui arrivent dans l'existence. Bien loin de penser uniquement la rupture amoureuse, elle s'intéresse aussi à la maladie, à la naissance, au deuil, au vieillissement, tous ces événements qui ont une véritable incidence sur ce que nous sommes. Et avec Claire Marin, on va entre autres parler de la question de l'identité lorsque survient une rupture, du regard des autres à ce moment-là, mais aussi de la naissance comme une rupture profonde et durable, ou encore de ces cultures qui voient certaines ruptures autrement que nous, quitte à les célébrer. Bonne écoute! Quoi de mieux pour ce dernier entretien de 2019, pour bien clôturer l'année, que de parler de rupture. Bonjour Claire Marin. Bonjour. Alors difficile, instinctivement, de penser d'effleurer la rupture, sans lui associer cette notion de rupture amoureuse, en premier lieu. Donc on va balayer tout de suite ce terrain. D'accord. Est-ce que, dans ce cas de la rupture amoureuse, ce qui nous fait mal, c'est d'avoir l'impression d'avoir perdu son identité, voire, pourquoi pas, de cesser d'exister. Est-ce que c'est un peu ça ? Je crois que c'est ça qui fait souffrir, et c'est ça qui différencie une séparation, où chacun continue son chemin sans avoir l'impression d'avoir été amputé de quelque chose d'essentiel. Donc c'est ce qui différencie une séparation d'une rupture, où je crois qu'on a toujours le sentiment d'avoir perdu quelque chose d'important, de central, qui nous définissait, et qui est parti avec l'autre, en fait. Et c'est pour ça que c'est tellement douloureux, c'est qu'on peut se sentir vide, pas seulement désemparé et triste, mais être amené à se questionner sur qui on est vraiment tout seul. Et c'est angoissant, et puis on peut avoir aussi l'impression d'avoir perdu la meilleure partie de nous-mêmes avec le départ de l'autre. Donc c'est toujours très, très violent, cet arrachement. Qu'on pourrait essayer de retrouver cette partie de soi. Cette idée d'essayer de se retrouver comme avant, après une rupture, ça fait souvent partie de ces quêtes identitaires qu'elle implique. Mais ça serait un peu, on commence très rapidement à le comprendre, une espèce d'illusion. Et précisément, à quelle perspective d'avenir cette rupture, elle fait appel, par exemple, je sais pas, se découvrir des qualités de combattant, je sais pas, sortir d'un milieu, rencontrer des gens. Donc oui, plus généralement, comment on peut se réapproprier cette espèce de rupture ? Je crois qu'il faut aussi être patient, c'est-à-dire accepter le fait que souvent c'est assez long, et qu'il y a d'abord une période où on baigne dans la tristesse, et la position un peu volontariste, genre allez, j'en profite pour me redéfinir, être enfin moi-même, ou complètement repenser ma vie, elle vient après, une fois qu'on a compris aussi pourquoi il fallait que cette histoire se termine. Parce que c'est un point de vue qui est difficile aussi à accueillir, ou une idée qui est douloureuse, de voir que peut-être cette histoire, elle était effectivement finie, et il fallait qu'elle s'arrête. Et c'est l'intérêt de cette période de latence qu'on a plus ou moins tous vécu, d'y penser, de se baigner dans cette tristesse, comme tu dis, pour mieux se retrouver, mais ça... Ouais, alors se retrouver, mais c'est ce que tu disais tout à l'heure, sans doute qu'on se retrouve pas, et c'est tant mieux. C'est-à-dire, les ruptures, c'est aussi des paliers dans l'existence, où on peut être amené à se défaire d'éléments qui étaient importants, et sans les renier. C'est-à-dire, ça fait partie d'une certaine période de notre vie, de la même manière que... on joue pas au même jeu quand on est enfant et quand on est ado. On n'a pas les mêmes amis tout au long de la vie. On n'a pas les mêmes compagnons amoureux. Donc je crois qu'il y a ce moment où il faut réaliser que on entre dans une nouvelle période, et pas en faire forcément une conquête, ou
disons que l'aspect très positif, moi, les lectures très positives des grandes ruptures de la vie, elles m'agacent. Toi, t'es plus nuancée. Je les trouve d'abord très naïves, pour dire les choses franchement. Peut-être un peu bâclées. Aussi violentes, parce que elles agressent tous ceux qui mettent du temps à s'en remettre. Enfin, parfois, on met 2 ou 3 ans à se remettre d'une rupture de la vie, que ce soit une rupture amoureuse ou un deuil. Et elles sont dans cette logique du monde contemporain où il faut que tout aille vite. Et on se débarrasse vite de la tristesse, on pense positivement, voilà, on va être plus on est authentique. actif, on est conquérant, etc. On a le même discours pour la maladie ou pour la rupture amoureuse. C'est secoue-toi, quoi, passe à autre chose. Ouais. Le monde est plein d'autres individus formidables à rencontrer. D'accord, mais il faut clore le chapitre. Ça prend du temps. Finir une histoire, surtout quand elle a été importante, qu'elle nous a définie, ça se fait pas en quelques jours, en quelques semaines. Et donc justement, est-ce que la rupture finalement, ce n'est pas qu'une juxtaposition d'identité et que le moi fondamental n'existe pas en réalité, celui qu'on croit retrouver après une rupture? Oui, ou alors il est beaucoup moins fixe, beaucoup moins stable et constant qu'on aimerait le penser. Il y a quelque chose sans doute de plus souple, de plus flexible. Et si la rupture nous fait si mal, c'est qu'on croit qu'on est vide, comme on disait tout à l'heure, qu'on a tout perdu. Et cette idée, mais qui est très, très occidentale, d'un moi unique, constant, qui nous définirait, finalement, elle nous fait du mal aussi. Et si on accepte la représentation d'une espèce de pluralité en nous, on peut se dire que dans les moments de rupture, on va être amené à creuser d'autres capacités, d'autres manières d'être, à travers des relations nouvelles. Je crois que la rupture, elle génère un impératif de nouveauté. Oui, on perd un monde, on perd les amis qui allaient avec, on perd un amour, parfois on perd une famille ou un milieu professionnel avec une rupture. Et de manière très pragmatique, ça laisse de la place pour d'autres expérimentations affectives, amicales, professionnelles. Ouais. Donc, c'est pas nécessairement positif, ça sera pas forcément facile, mais c'est un moment où quelque chose de nouveau se joue. Donc il faut aussi accueillir cette idée qu'il va y avoir de l'inédit dans notre vie. Dans la rupture amoureuse, comme dans beaucoup de ruptures, il y a cette espèce de déni, de mensonge parfois, où on se ment à soi, comme une manière de se protéger peut-être. Quelle est la place précisément de cette peut-être période, je sais pas, en tout cas de ce mensonge? Je crois que ce qui se passe, c'est que on a un système de représentation qui est lent. En fait, on a un ensemble d'habitudes mentales qui ne se transforment pas facilement. Et en particulier quand on s'est pensé pendant longtemps dans un certain cadre, avec une certaine personne, c'est comme s'il y avait un système à 2 vitesses. C'est-à-dire, on a beau savoir que la personne, elle n'est plus là, on a tellement pris l'habitude de penser à 2, de vivre à 2, de se projeter à 2, que cette ligne-là, c'est comme une ligne mélodique en nous, elle continue malgré nous. Ouais, et on voit bien, même dans la vie nocturne, dans les rêves, on voit que la vie qui est terminée, elle continue, quoi. On continue à se rêver encore avec cette personne-là, etc. Ou quand on a perdu quelqu'un, on continue à rêver qu'il est vivant. Donc, il y a aussi une temporalité. C'est pour ça que ce monde contemporain qui est très rapide, très résilient, etc., il est aussi complètement ignorant, je crois, de la réalité de la lenteur de l'être humain. Changer de paradigme, changer de représentation, changer d'habitude de pensée, ça prend un temps fou. Et on est dans un monde où, au contraire, on nous demande de passer d'une représentation à une autre avec souplesse, flexibilité, de nous adapter, etc. L'être humain, c'est un être d'habitude et de lenteur. Et il faut laisser ce temps aussi à notre cerveau, notre conscience, de s'approprier la situation nouvelle. De faire son petit travail. Tu as déjà abordé cette thématique de la rupture lorsque tu travaillais, la question de la maladie, la question du deuil. Ouais. Dans ce cas précis, comment elle intervient, la notion de rupture?
Alors, dans le cas de la maladie, ce qui se passe, c'est qu'il y a un moment qui est compliqué, je crois, à réaliser pour le malade, c'est qu'il ne retrouvera pas sa vie d'avant. Ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure. Parce que souvent, on a cette représentation, quand on est extérieur à la maladie, que ça va être une parenthèse. Et en réalité, alors je parle des maladies qui durent, ou des maladies graves, on ne parle pas du danger, quand même évidemment. La vie du sujet est en question à un moment. Ce qui se passe, c'est que d'abord, le corps ne sera pas le même. Ça, on sait très bien toutes les modifications que ça produit, même si elles ne sont pas visibles. Et puis, évidemment, cette épreuve-là, d'avoir été confronté au fait que les choses deviennent incertaines, qu'on pense tout au conditionnel, qu'on est très dépendant de tout un système de soins, dépendant des autres, avoir été projeté dans une grande dépendance, avoir vécu une grande vulnérabilité, ça change aussi l'image qu'on a de soi. Et parfois, le malade doit se réapproprier, là encore, son identité, doit se réconcilier avec le sentiment de lui-même, parce qu'il a pu être très abîmé par l'expérience de la maladie. Et puis, il doit composer avec le fait que là aussi, il y a peut-être des choses qui ont été perdues, des possibilités de vie, de carrière, parfois la possibilité d'avoir un enfant, ou la manière d'envisager une vie de famille, une vie de couple, etc. Donc, il faut composer avec tout ce qui a été perdu. Et il y a un travail vraiment d'imagination. Qui je peux encore être ? Et puis aussi, sans doute, de tri. Qui je n'ai plus envie d'être. On dit souvent que la maladie nous permet de faire le tri. Alors parfois c'est un peu idéalisé, je deviens quelqu'un de meilleur, etc. Moi j'y crois pas. Mais par contre, que ça ait un effet de filtre sur les relations, les amitiés et sur les domaines auxquels on veut consacrer du temps, de l'attention, de l'énergie. Bon, c'est sûr qu'il y a des choses, je pense qu'on ne fait plus. On se rend compte à quel point c'est artificiel ou secondaire quand on est dans un autre rapport au temps. Tu y consacres un chapitre dans le livre, c'est la naissance. On a tendance à la voir comme un symbole de renouveau. Mais en quoi, justement, ce renouveau est une rupture ? Alors, je crois que Alors, évidemment, c'est une rupture pour le nourrisson. Dans l'expérience physique, on passe du cocon chaud, protecteur, doux, à la violence de toutes les sensations, les sons, le froid, la lumière, etc. Bon. Mais la vie, dans tout ce qu'elle a d'horriblement agressif. Mais c'est aussi une rupture pour tous ceux qui sont autour de cette naissance. Et souvent, on la présente, la naissance, l'arrivée d'un enfant, on les présente comme une continuité. C'est l'aboutissement d'une vie de couple, etc. C'est une illusion totale. C'est vraiment une rupture très brutale. C'est très violent, qui modifie tout dans l'architecture du couple et de la famille tout autour. Parce que devenir grands-parents aussi, c'est parfois très compliqué. On se rapproche. En tout cas, c'est notable et c'est pour la vie. Ouais. Et puis, ça nous renvoie dans une temporalité qui se rapproche de la mort, malgré tout. Enfin, certains le disent très clairement, devenir grand-parent, c'est toujours très ambigu. C'est symbolique. C'est très symbolique. Et cette rupture, je trouve que, là encore, il y a une hypocrisie du discours social qui présente la naissance souvent comme quelque chose d'heureux. Il y a une remise en question très profonde, puisque la naissance interroge notre place, et elle interroge une capacité qui n'est absolument pas naturelle, à savoir notre capacité à prendre soin de quelqu'un d'extrêmement vulnérable, et en même temps d'horriblement demandeur. C'est-à-dire, dans les premiers mois et même les premières années de sa vie, c'est quelqu'un qui va demander un sacrifice d'un certain confort personnel qu'on sous-estime, je crois, quand on présente si positivement la naissance. Et en ça, c'est une rupture à la fois dans le mode de vie, et ça on le sait, on va pas dormir, on sortira moins, etc. Mais c'est une rupture beaucoup plus profonde, où je suis face à une identité qui est attendue de moi, devenir père ou mère, sans forcément être capable de l'être. Enfin, je crois qu'on est plus ou moins doué pour ça, alors que aussi on peut apprivoiser ses fonctions, mais que
pour certains, c'est difficile, ça prend du temps, et puis il y en a qui n'y arrivent jamais, je crois. Alors, tu as étudié le corps également en philosophie. Ouais. Quelle est sa place dans une rupture? Je pense au burn-out, je pense à ceux et celles, je sais pas, qui se noient dans l'alcool, aux tentatives de suicide, pourquoi pas. Quel genre d'outil c'est? Quand on parle de rupture, souvent on pense aux effets psychologiques. Ouais. Et moi, ce qui me frappait en lisant beaucoup de textes de littérature, c'était la description que faisaient bien les écrivains des effets physiques. Ouais. Les frissons, la nausée, la perte de l'envie de manger. Oui, moi j'ai été un peu dans les extrêmes dans mes exemples, mais il y a aussi des choses... Voilà, la perte d'appétit. Voilà, on voit bien les gens qui perdent des kilos à la suite d'une rupture amoureuse ou d'un deuil, ou parce qu'ils ont perdu leur boulot et qu'ils sont complètement déconnectés de la vie sociale et que c'est horrible. Donc, il y a des sensations vraiment physiques. Enfin, j'ai mal au cœur, j'ai mal au ventre, j'ai des vertiges. Donc, c'est un truc très occidental de penser que tout se joue au niveau du mental. Il y a une expérience vraiment physique des ruptures de la vie et parfois, je crois même qu'on en a l'intuition avant qu'elles arrivent, c'est-à-dire parfois on a les symptômes avant que la rupture soit vraiment consommée, comme s'il y avait une intuition beaucoup plus archaïque et beaucoup plus animale de ce qui va se passer et qu'on commence à pas très bien se sentir quand la rupture se profile. Un changement de job, par exemple ou parce que là, je pense, comme beaucoup de gens, j'imagine, à la rupture amoureuse, mais il n'y a pas que ça. Non, tout à fait. Dans ces effets. Et le regard des autres dans tout ça. Lorsqu'on quitte un job bien payé, par exemple, lorsqu'on abandonne ses études, pourquoi pas financé par ses parents, par exemple, ça peut encore être un supplément. Lorsqu'on rompt avec quelqu'un que tout le monde adore, comment on se justifie, comment on rembourse sa dette dans l'idée auprès des autres. Ça, c'est très compliqué parce qu'une rupture, idéalement, il faudrait, vu tout ce qu'elle implique de sacrifices, d'angoisse, de questionnement, d'incertitude, il faudrait qu'on soit accompagné. Et parfois, ça va être le contraire. Tout le monde va nous déconseiller de quitter ce job, justement, ou de quitter cet homme, cette femme. Donc... souvent, ce qui rajoute à la difficulté, c'est le sentiment d'être très seul. Ouais. Et quand bien même on est accompagné, on peut avoir le sentiment d'être incompris. C'est-à-dire, les autres peuvent être là sans prendre la mesure de ce qui se joue. Ouais. Ou alors, ils peuvent nous dire « Bah oui, vas-y, fais-le », sans y croire. Enfin, sans nous décourager, mais on sent bien dans le fond que... Ils ne croient pas une seule seconde à notre projet ou à notre envie de faire un vrai break dans notre carrière. Ou ça peut avoir l'air d'être un caprice ou un enfantillage, alors que pour nous, c'est profond et c'est important. Mais est-ce qu'on peut rompre et se tromper ? Bien sûr. Évidemment, c'est ça le pari de la rupture, c'est que je peux me tromper d'objet. C'est-à-dire... je peux croire que ma vie sera meilleure si je romps avec cet homme ou cette femme. Si je vais habiter à Hong Kong ou je ne sais pas. Voilà, si je change de pays. Et en fait, le problème, c'est peut-être plus dans mon métier. Mais ça va être plus facile de renvoyer la responsabilité sur le conjoint. Ou le problème, ça va être ma relation avec mes enfants. Mais je vais envoyer la responsabilité à des difficultés au travail. Enfin, c'est difficile de savoir... de manière lucide, ce qui, dans l'agencement d'une vie, est la source d'une souffrance. Et on peut très bien, pour des raisons inconscientes, déplacer le problème sur un plan où il sera facile à résoudre, facile entre guillemets, pour pas affronter le fait que la vraie source du problème, elle demande une rupture très importante pour laquelle on n'a pas nécessairement l'énergie, le courage, la volonté. Donc on peut se tromper d'objet. Et puis on peut aussi ne pas voir que... ce qu'on rêverait de réaliser, c'est définitivement plus possible. Ouais. Et on s'accroche à ce rêve, et à partir de là, on va renoncer à une vie qu'on estime trop monotone, trop calme, etc., pour une vie qu'on fantasme, mais dont il faut être capable de réaliser qu'elle est impossible. Mais est-ce qu'on peut s'imaginer qu'il y ait une rupture sans choc, sans violence ? À mon sens, non. S'il n'y a pas de violence, c'est une séparation, c'est un départ,
C'est toute l'ambivalence. Dans rupture, il y a vraiment l'idée d'un déchirement de quelque chose qui se défait, mais avec dans une douleur, dans l'épreuve, etc. Encore une fois, rompre, c'est pas comme se séparer. Dans séparer, il y a deux parts qui étaient autonomes, qui se sont accolées. Voilà, accolées, on pourrait dire ça. Et puis qui, en se séparant, se redécouvrent telles qu'elles étaient auparavant. Alors que dans la rupture, il y a eu mélange, confusion au point qu'on ne sait plus trop. Cette décision, c'était la mienne ou c'était la sienne. C'était tellement mélangé qu'on ne sait plus. Et ce projet et cette façon de vivre, tout ça, ça s'est construit dans une indistinction des volontés. Donc, je crois que s'il n'y a pas douleur, déchirement, arrachement, c'est que c'est pas une rupture. Ouais. T'en parles également dans le livre. En quoi rompre avec sa famille, c'est se sauver. Je pense à Didier Ribon, que je crois tu cites également dans Retour à Reims, où il parle concrètement de honte sociale et qui met en jeu, cette rupture. Ouais, Et Annie Ernaux également, dans mes lectures, j'ai noté cette phrase qu'elle disait que je retranscris probablement très mal, mais il a bien fallu que je haïsse mes parents pour pouvoir me sauver, quelque chose comme ça. Ouais, c'est une thématique importante, la thématique de la honte. Je ne l'ai pas encore creusée, mais sans doute que j'y reviendrai. Se sauver, alors évidemment, c'est pas quelque chose qui serait vrai pour tout le monde. Heureusement. Et qui n'est pas forcément vrai, surtout. Là, justement, on en parle. Mais... Ouais, on peut être très heureux dans sa famille et trouver du soutien et des ressources. Ouais. Mais dans certains cas, effectivement, que ce soit Ribon que tu cites ou Charles Julier, sur lequel je me suis appuyée, parfois même sans honte ou sans tension, j'ai besoin de quitter mon milieu familial pour affirmer un désir d'être qui ne trouve pas de place dans ce milieu-là. Alors, c'est facile à comprendre quand on va vers des carrières intellectuelles, artistiques, ambitieuses, qui sont très éloignées d'un milieu d'origine qui peut être modeste, comme c'est le cas des Ribon. On voit bien que sa famille, ou Annie Ernaux, tout ça, c'est tout le parcours des transclasses de manière générale, dit ce passage où, sans haïr, en tout cas, il faut une distance très forte pour réussir à devenir soi et à se défaire de tout le déterminisme social préalable. Mais parfois, c'est même pas une question de milieu, c'est même pas une question d'ascension sociale, c'est une question de différence de milieu et de mode de vie. C'est aussi difficile quand on est fils de médecin ou d'avocat de dire je veux, je sais pas, être circassien ou devenir peintre ou aller vers des milieux qui sont très différents et qu'on va juger comme dangereux économiquement, pas sûr, pas. Donc la rupture dans ces cas-là, effectivement, elle est souvent difficile et violente. Elle peut passer par un temps d'absence, c'est-à-dire où il n'y aura pas de communication, pas de compréhension, ou parfois elle est minimisée par une espèce de jeu, où chacun joue un peu un personnage auquel il ne croit pas vraiment pour que la relation soit encore existante, mais on est un peu dans une théâtralisation, quoi. Je joue encore l'enfant fidèle à la famille, mais dans le fond, je sais que cet enfant-là, il est voué à disparaître. Ouais. Est-ce qu'il y a des cultures où la rupture est célébrée comme, je sais pas, une joie, comme un plaisir, comme un jeu, voire comme un enjeu, pourquoi pas, à ta connaissance? Déjà, il y a une manière de vivre le deuil qui est très différente selon les cultures. Je sais pas s'il y a des rituels joyeux de... Je crois que c'est en parlant du deuil que j'ai pensé à cette question, justement. Je me suis dit, il y a forcément... Il y a effectivement des cultures où on va faire plusieurs mois après, je pense à des rituels qui ont lieu en Indonésie, par exemple, où on va, plusieurs mois après, faire une grande fête où toutes les économies d'une famille vont être brûlées dans un grand char, on va tuer des bœufs, on va faire un grand festin avec les cochons qu'on a amenés là, etc. Ou d'autres pratiques qu'on peut voir dans l'océan Indien, où
on va organiser un grand repas très très festif en gardant une place pour le mort et en imaginant qu'il est avec nous. Donc il y a des processus de transition. C'est ce que je disais tout à l'heure, le deuil, la rupture, c'est lent. Et peut-être qu'il faut des rituels et que ça manque aussi dans nos sociétés de plus en plus laïques. Enfin, moi, ça m'a toujours choquée à quel point les rituels laïques de cérémonies d'enterrement ou de funérailles en général étaient pauvres symboliquement, étaient du coup très frustrantes parce qu'on n'avait pas un rituel, un lieu symbolique, une présence transcendante. Enfin, moi je suis pas croyante, mais je trouve que il manque quelque chose dans les cérémonies laïques et qu'on manque, on rate quelque chose de ce passage en n'ayant pas cette dimension-là un peu forte. Ouais, c'est intéressant. Quelles œuvres de littérature, de cinéma, de musique, pourquoi pas, parlent le mieux de la rupture selon toi ? Alors, puisqu'on parle de ça, ouais. Et du coup, je fais un truc vraiment pas sympa. Vas-y. Je dis tout de suite mon coup de cœur culturel. Ouais. Donc oui, je préviens un petit peu parfois les invités quand j'y pense. T'as un coup de théâtre. L'ordre. Non, mais là, c'est vraiment dans la continuité. Ouais. Dans les livres qui m'ont marqué cette année, il y avait le livre d'Anne Pauly, qui s'intitule Avant que j'oublie. Chez Verdier. Voilà, qui est vraiment un très beau texte. Et où elle parle justement de la mort de son père et de tous les rituels qui manquent, du moment où on récupère le corps, où on va le voir quand il a été préparé par le thanatopracteur, etc. Et le livre dit plein d'autres choses magnifiques sur lesquelles on pourra revenir plus tard éventuellement, mais je trouve qu'elle dit aussi cette pauvreté de notre monde contemporain où on manque de rituels, de signes, de symboles, et dans ce monde où les choses, la matérialité ont pris tellement de place, ce qui est plus spirituel, affectif, et encore une fois, il y a quelque chose, je trouve, à imaginer, à inventer. On ne sait plus faire avec la mort. On l'a délégué à l'hôpital et du coup, c'est devenu froid, complètement anesthésié, etc. Ouais. Mais nous, on continue à être profondément affectés. Donc, c'est, je trouve, encore plus violent, d'une certaine manière. Ok. Est-ce qu'à titre personnel, écrire, étudier la rupture, ça en a changé ta perception ? Alors, je crois que d'abord, c'était une nécessité quand j'ai commencé à écrire sur la maladie, au sens où l'écriture, elle permet déjà de passer de passif à actif, de patient à auteur de quelque chose, même si ça vaut que pour soi. Ça met un ordre dans une chronologie qui est un peu chaotique. Quand on vit ce genre d'événement, il y a toujours des allers-retours, des moments où ça va mieux, puis on rechute, etc. Donc écrire, ça crée aussi un ordre. On pose sa propre chronologie, sa manière d'avoir vécu les trucs. Et je pense que dans les autres types de ruptures, pour écrire le livre, par exemple, j'ai commencé par beaucoup lire. Et ça, voilà, ma réponse, elle est très conne, hein, mais c'est lire et écrire, que c'est ça qui nous sauve. Lire beaucoup de textes sur des ruptures amoureuses, sociales, professionnelles, sur des expériences de deuil, etc. Je trouve que c'est d'un soutien vraiment très, très... c'est plus efficace que la psychologie positive, des feel-good movies, ou des... Voilà, je crois que lire sur la douleur, quand on est soi-même plongé dedans, s'inscrire dans une espèce de communauté de ceux qui sont éprouvés, ça fait plus de bien de voir qu'on n'est pas tout seul à traverser ces épreuves que de lire un manuel où on nous explique qu'il faut sortir, qu'il faut se bouger, qu'il faut faire du sport, etc. Est-ce qu'il y a des philosophes de la rupture ? Ça, c'est une bonne question. En tout cas, il y a des philosophes qui nous aident à les penser. Pour moi, des auteurs comme Montaigne ou comme Deleuze. Après, Bourdieu nous aide à penser aussi des ruptures sociales. Moi,
Je veux dire, je crois que la littérature est plus importante dans ce cas-là. Plus pour les ruptures que... En tout cas, si on est dans une perspective aussi un peu pratique, concrète, de comment je me rapporte à ma vie quand je la vis, et pas seulement quand je la pense. Ouais. Parce que penser la crise, le dépassement, etc., bon, il y a plein de philosophes qui l'ont thématisé. Mais comment je le vis, comment je le traverse et comment je m'en sors, je trouve que c'est plus des exemples singuliers de parcours qu'on retrouve dans des figures romanesques, que ce soit des récits ou des romans, qui nous aident. Je crois qu'on est plus aidé par, je sais pas, un Julien Sorel ou qu'un schéma dialectique de Hegel. Là, comme ça, moi, pareil. Donc, mais c'est, voilà, après, c'est peut-être très personnel, mais après, il y a des auteurs comme par exemple Deleuze. Bon, moi, je trouve qu'on ouvre une page et ça va être tellement stimulant que ça va nous aider quand même à au moins créer nos propres outils pour nous confronter au réel. Mais des réponses, je trouve qu'on les trouve plus dans un parcours romanesque mais c'est notable. Que dans des schémas spéculatifs. Ok. Pas d'autres coups de cœur culturels Si, par exemple, Abdelataya, Une vie lente, qui m'a vraiment beaucoup marqué cette année. Par son écriture, par aussi la violence de ce qui est dit, mais qui est dit de manière vraie, juste. Justement, le fait qu'il n'y ait pas de posture dans ce recours à quelque chose de violent. Je trouve ça toujours très difficile de trouver cet équilibre, cette justesse quand on dit des choses dures. Pas tomber ni dans le pathos, ni dans le cynisme absolu. Oui, c'est vrai que c'est assez difficile pour Donc c'est un exercice d'équilibriste qui est très réussi. Voilà, ça fait partie des conseils. Des petits conseils de Claire Marin. Merci beaucoup, Claire. Merci à toi. Et bien voilà, la quille, c'est terminé pour cette semaine. Mais on se retrouve évidemment la semaine prochaine avec un nouvel invité ou une nouvelle invitée. En attendant, si l'entretien avec Claire Marin vous a plu, n'hésitez pas à le partager. Si vous avez des suggestions pour le podcast en 2020, n'hésitez pas à m'écrire, mais aussi à me suivre sur les réseaux sociaux, à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast si la quille vous intéresse, vous plaît, parce que c'est de toutes ces manières que le podcast pourra grandir, pourra se développer encore en 2020, ce qui serait un grand bonheur pour moi, évidemment. Je vous rappelle que l'ouvrage de Claire Marin, Rupture, est publié aux éditions de l'Observatoire. Merci beaucoup pour votre écoute, à la semaine prochaine et à l'année prochaine.